Les cotisations avec un allongement de la durée de cotisation à 43 ans au lieu de 41 ans et demi et la mise en place d'un compte pénibilité en 2015 financé par les entreprises. Cette réforme doit permettre de trouver plus de 7 milliards d'euros. Alors je vous propose tout de suite d'écouter la réaction de Pierre Gattaz, le président du MEDEF, le patron des patrons. Il s'est exprimé aujourd'hui à l'ouverture de l'université d'été du MEDEF. Augmenter 0,1 point de cotisation sur les entreprises, c'est créer 10 000 chômeurs de plus à 5-10 ans. Ce que je dis, c'est taxer n'est pas réformer, c'est que surtaxer, nous sommes surtaxés, c'est créer du chômage. Utiliser les cotisations pour continuer de régler les problèmes du pays, on va se retrouver, mais exsangue, avec un taux de chômage à 15%. Christophe Caresche, avant de parler de la réforme des retraites, je voudrais que vous répondiez à Chantal Brunel qui vous interpellait à la fin de la première partie de notre débat justement sur le groupe Publicis qui s'est allié avec un gros groupe américain et qui s'est délocalisé. Vous répondez quoi ? Moi, je ne mets pas en cause le fait que Publicis s'allie avec un groupe américain. C'est la vie des entreprises, ça ne regarde pas l'État. Simplement, le fait effectivement de localiser Publicis aux Pays-Bas, moi, me pose problème car nous savons que les Pays-Bas avec l'Irlande sont les deux pays qui permettent d'optimiser, comme on dit, fiscalement. Alors, il n'y a rien d'illégal, hein, mais d'optimiser fiscalement, c'est-à-dire d'échapper à l'impôt. Et donc, je trouve un peu choquant que Publicis se livre à cet exercice. D'un certain côté, est-ce que, je pose la question parce que je comprends bien qu'on regrette ça infiniment, est-ce que ce n'est pas le devoir d'une entreprise d'optimiser sa rentabilité, d'optimiser fiscalement. Non, mais oublions même ça. Est-ce que c'est pas le boulot d'essayer pour réinvestir, Il y a la France. Non, mais attendez, je veux dire, si on a un enfer fiscal, c'est quand même le sujet. Il ne faut pas s'étonner à ce que tout le monde essaie d'aller ailleurs. Or, actuellement, des relations exécrables avec Nicolas Sarkozy. Hein. Pardon ? Bon, allez, on s'éloigne du sujet. Je voudrais qu'on revienne à la réforme des retraites. Christophe Caresche, est-ce que là encore, le gouvernement ne tente pas de régler finalement le problème du déficit, justement en taxant à nouveau les entreprises et les salariés, ne fait pas une véritable réforme structurelle? Alors, attendez, d'abord, puisque Pierre Gattaz, vous avez passé l'intervention de Pierre Gattaz. Moi, je considère que la France est dans une situation extrêmement difficile. Elle doit effectivement restaurer sa compétitivité. Elle doit faire face à la mondialisation. Elle a une dette importante. Bon, on est dans une situation vraiment difficile. Et moi, ce que je souhaiterais, souvent, on met en cause les politiques, mais ce que je souhaiterais, c'est que les partenaires sociaux soient peut-être un peu plus positifs. Ça, je suis d'accord, hein. Pour essayer de faire en sorte. Les partenaires sociaux, c'est qui? C'est les syndicats? C'est le patronat, mais c'est aussi une partie des syndicats. Je trouve que la position de certains syndicats sur les retraites, qui est une position extrêmement conservatrice, immobile, est aussi une position qui n'est absolument pas constructive. Mais est-ce qu'il n'aurait pas, pardonnez-moi de revenir à ma question, est-ce qu'il n'aurait pas fallu allonger mais c'est le problème sur lequel le gouvernement, quand vous voyez qu'en Allemagne, c'est 67 ans. Attendez, madame. C'est aussi le problème. Le choix du gouvernement a été un choix de concertation et de négociation. Alors, il a d'ailleurs mis sur la table un certain nombre d'éléments qui vont plus loin que ce que voulaient un certain nombre de syndicats. Et c'est vrai que dans ce choix de négociation et de concertation, je considère que ce qu'a présenté le gouvernement est le meilleur compromis possible. Personnellement, j'aurais souhaité que ça aille plus loin, je vous le dis. Et on verra d'ailleurs peut-être à l'Assemblée nationale et au Parlement s'il est possible d'aller plus loin. Notamment sur ce que Pierre Gattaz dit, parce que je suis assez d'accord, sur un certain nombre de choses. D'abord, moi j'aurais souhaité avoir des mesures d'âge plus ambitieuses. Parce que le problème, c'est le problème d'une génération. D'ailleurs, le Premier ministre l'a très, très clairement dit hier. Et je pense que cette génération, elle doit être mise à contribution plus qu'elle ne l'est à travers les propositions qui sont faites. Je pense aussi qu'il aurait fallu un équilibre meilleur entre les prélèvements et les mesures d'âge. Je suis d'accord avec ce que dit Pierre Gattaz sur le thème. Quand vous dites les mesures d'âge, que je voudrais qu'on comprenne, Christophe Caresche. Les mesures d'âge, c'est très simple. Quand vous dites les mesures d'âge, c'est-à-dire partir plus tard à la retraite? Partir plus tard à la retraite. Il s'agit bien de cela, car la question de la retraite... Finalement, ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, ça allait dans le bon sens, si je vous suis. Une question qui est liée à l'économie
Mais c'est aussi... Non, parce que la manière dont il l'a faite n'allait pas du tout dans le bon sens. Il n'a jamais cherché le compromis, lui. Justement, je trouve que c'est très intéressant de voir les deux méthodes qui ont été employées. Celle de Nicolas Sarkozy, avec des centaines de milliers de personnes dans la rue, une méthode qui est, à mon avis, extrêmement bloquante, où le pouvoir a joué contre pour essayer de se valoriser, ou la méthode du gouvernement actuel, qui est d'essayer de trouver le compromis. Mais dans ce compromis, il faut aussi qu'il y ait des partenaires sociaux qui soient de bonne volonté. Et ce que je regrette, et je le redis ici, de manière tout à fait solennelle, c'est qu'un certain nombre de partenaires sociaux ne jouent pas le jeu. Alors, je suis d'accord avec ça, mais il y a même un problème qui est beaucoup plus grave, c'est que curieusement, nous avons une révolution pour l'abolition des privilèges, et que nous finirons par en avoir une en France, car qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe qu'il y a deux France, et que le problème des retraites est vraiment lié à une fonction publique qu'on ne peut pas, et c'est pour ça que les partenaires sociaux d'ailleurs freinent et ne veulent pas avancer. Il y a un vrai problème dans la réforme des retraites, c'est la retraite de la fonction publique qui est gigantesque, et on n'arrive pas à changer les régimes sociaux des retraites, oui ou non? Oui, c'est vrai, c'est le vrai sujet. Alors est-ce que les Français ne doivent pas une fois pour toutes, et je crois que être égaux devant le travail et devant la retraite, je pense que c'est inéluctable aujourd'hui, et qu'on va en passer par là, et que tous les Français qui travaillent pour des privilégiés, les nouveaux privilégiés, curieusement, c'est le Parti socialiste et la fonction publique. Il y a des éléments dans ce qui est annoncé par le gouvernement qui vont dans le sens que vous indiquez, notamment sur la gestion des régimes de retraite. Donc, effectivement, c'est peut-être timide, mais on va plutôt dans ce sens-là. Je pense qu'effectivement, il faut que le système soit plus équitable, le système soit plus lisible. Là aussi, il y a un certain nombre d'éléments. Je pense qu'il faut effectivement tenir compte de la pénibilité, et il y a des choses positives. Mais c'est vrai que, on le sait les uns et les autres, ça a été dit d'ailleurs beaucoup dans les commentaires ce matin, que cette réforme ne réglera pas. Rien. Non, pas rien. Il va régler un certain nombre de choses, et donc c'est une étape. C'est les jeunes qui vont payer. Un gouvernement qui se battait pour les jeunes, il faut le prendre comme une étape, sur les jeunes. Une étape positive, positive, mais peut-être qu'on pourrait aller plus loin. Éric Heyer, est-ce qu'elle est satisfaisante, cette réforme des retraites? J'entends Christophe Carrèche, il n'a pas l'air très satisfait, pourtant il est député socialiste et il dit que ça ne va pas assez loin. Vous êtes d'accord avec lui? Ça ne va pas assez loin, parce qu'effectivement, tout n'a pas été mis sur la table, et effectivement, les régimes spéciaux n'ont pas été mis sur la table, et ça, il faudra bien le faire. Moi, ce qui me gêne énormément dans cette réforme, c'est que finalement, en 2003, le problème des retraites, il est double. Il y a un problème structurel, c'est on vit plus longtemps, et donc en vivant plus longtemps, ça déforme, et donc il va bien falloir travailler un peu plus longtemps. Mais ça, on le savait en 2003, on le savait en 93, on le savait en 2003, ça n'a pas changé. Ce qui a changé depuis 2003, parce qu'en 2003, il faut se souvenir, il y a la réforme Fillon avec le corps, et il y avait des mesures qui ont été prises. Ce qui a changé, c'est la conjoncture économique. C'est-à-dire que globalement, pourquoi on n'a pas les résultats? Pourquoi 2010, on a refait une réforme? C'est parce qu'on n'a pas les résultats que l'on avait escomptés en 2003. Oui, mais c'était un contexte conjoncturel délicat. Donc, de deux choses l'une. Soit on considère que ce contexte conjoncturel, il est que conjoncturel, et ça va revenir. Auquel cas, ce n'était pas la peine d'augmenter les prélèvements obligatoires tout de suite, parce que ça allait revenir avec les créations d'emplois. Soit on considère que non. C'est terminé, il n'y a plus de croissance économique, on aura zéro de croissance pendant un moment, donc il y aura moins d'emplois, donc... Mais là, il y a le feu partout, il n'y a pas que le feu aux retraites, il y a le feu à la maladie, il y a le feu dans tout un modèle social. Donc moi, ce qui me gêne un tout petit peu dans cette réforme, c'est qu'on a l'impression qu'on n'a pas tranché sur est-ce que c'est un problème conjoncturel, essentiellement conjoncturel, parce que ce que nous disent les évaluations, c'est que la conjoncture coûte 12 milliards aux retraites. Mais vous voyez, donc du coup, si la conjoncture se retourne, ça y est, il n'y a plus de problème. Quasiment plus de problème, à part ces questions de justice, mais ça, c'est un autre problème. Et donc, on évacue tout le problème financier. Si par contre, on me dit non, ça ne reviendra pas, alors auquel cas, il faut faire une réforme partout. Mais François Hollande est très optimiste. Je pense qu'il est convaincu que ça va revenir, qu'il va y avoir... Mais alors, pourquoi augmenter, du coup? Pourquoi vouloir aller bien plus vite? Chantal Grenelle, est-ce que vous ne regrettez pas aujourd'hui, avec un peu de recul, parce que finalement Nicolas Sarkozy a poussé l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Finalement, est-ce que vous n'avez pas fait preuve là aussi de timidité, manque d'audace? Est-ce que vous n'auriez pas dû aller plus loin? Il y a eu un débat au sein du MP à ce moment-là sur 63 ans. Il y avait un problème d'accessibilité, d'acceptation des Français à passer de l'âge de retraite de 62 à 63. Nicolas Sarkozy a préféré 62 prudemment. Et rappelons-nous, le Parti socialiste était violemment opposé aux 62 ans. Vous n'êtes pas revenu dessus, sauf sur la... mais je voudrais dire un mot sur la réforme de Fillon, socialiste quand même. c'est qu'elle s'appliquait de manière aveugle. Et c'est ça le fond du problème. Mais bien sûr, il y a un certain nombre de gens pour lesquels, ou de professions pour lesquelles travailler plus 65 ans, 67 ans ne pose aucun problème. Et moi, ça ne me pose aucun problème. Mais il y a
un certain nombre de professions ou de personnes pour lesquelles ça pose problème. Donc, et d'ailleurs, je pense qu'en liant la question de la durée de départ à la retraite à la pénibilité, à la réalité de ce que vivent un certain nombre de professions, je pense qu'on peut trouver un chemin. On peut trouver un chemin. Sur la réforme des retraites, moi, je vais faire 4 remarques très rapidement. D'abord, le gouvernement nous a expliqué tout l'été à chercher à faire peur aux Français pour que les Français se disent aujourd'hui, après tout, cette réforme, elle ne fait pas si mal que ce qu'on nous avait dit. Ça me paraît important. Je ne suis pas sûr que la tactique soit très bonne. Ce n'est pas une réforme, c'est une augmentation des prélèvements. Comme vous dites, on va chercher 7 milliards, il en faut 20. Ça veut dire qu'avec la conjoncture économique actuelle, dans 2 ans, on recommence. Alors on dit, j'entends les socialistes qui disent c'est une réforme juste. Bon, la pénibilité, très bien, comment on met la mesure? Vous savez que sur l'espérance de vie, qui a la plus grande espérance de vie, ce sont les curés et les instituteurs. Bon, à côté, oui, non, mais c'est vrai, vous regardez tous les chiffres, c'est les curés et les instituteurs qui ont l'espérance de vie la plus importante. La pénibilité, c'est difficile à définir. Et moi, je voulais vous dire... c'est difficile à définir, il y a quand même des métiers... Quand même, attendez, oui, mais moi, je vais vous dire... En plus, la réforme juste, elle n'est pas vraiment juste parce qu'on a laissé très séparé le secteur privé et le secteur public. Quand vous êtes dans le secteur privé et que vous avez la menace dans une entreprise privée du licenciement, ça aussi, ça fait partie de la pénibilité. Alors que dans la fonction publique, vous n'avez pas la menace d'un licenciement, la sécurité de l'emploi. Donc c'est difficile. Moi, je trouve bien qu'on aille sur la pénibilité, mais qu'on risque de faire une usine à gaz. Voilà, donc c'est, je veux dire, une usine à gaz. Bon, et donc elle n'est pas juste. Moi, ce que je trouve, c'est qu'entre nous, il n'y a pas de vraie réforme. La seule chose qui est actée, c'est que finalement, Hollande, qui avait archi-combattu la réforme que nous avions faite, reconnaît qu'on reste à 62 ans. Oui, et effectivement, ce n'est pas une réforme, ce sont des augmentations des prélèvements. Et moi, je suis frappée dans ce gouvernement, c'est qu'il explique toujours qu'il fait des économies en diminuant des prestations sociales qu'il donne aux Français. Je veux dire, les vraies économies, c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas un État avec les départements, les régions, les intercommunalités. Attendez, maintenant vous nous mettez les métropoles. Attendez, vous nous mettez les métropoles, c'est-à-dire qu'on va avoir encore un échelon. Vous étiez au pouvoir il y a un an. Non, il y a un an. Oui, mais depuis, le contexte s'est beaucoup détérioré, hein, parce que le contexte économique s'est beaucoup détérioré depuis que François Hollande est là. Ce que je veux dire, c'est que vous nous expliquiez qu'il faut diminuer les dépenses de l'État, vous ne l'avez pas fait. Bon, alors, on a perdu les sénatoriales parce qu'on voulait supprimer on voulait fusionner les départements et les régions, ça nous a fait perdre les D'ailleurs, je vais vous dire... Soyons modestes les uns et les autres, mais le gouvernement a annoncé 14 milliards, ce qui ne s'est jamais fait, de baisse des dépenses. Mais attendez, la loi de finances, elle va arriver en octobre. Oui, mais justement, Christophe Carrèche, non, mais moi surtout, c'est pas les gouvernement avait dit d'ailleurs, concrètement, vous allez tailler où 2012. Mais attendez, on va voir. Ça m'intéresse en tant que député, membre de la Commission des Finances. Je suis très intéressé. Vous allez tailler dans l'éducation, vous allez tailler dans la police, vous allez tailler où? Je ne sais pas, j'attends de voir. Vous recrutez dans l'enseignement, ce qui est très bien, vous recrutez dans la police. Le projet de loi de finances du gouvernement qui va sans doute nous sortir des choses tout à fait au moins vous, ce qu'il faudrait faire, parce que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas répondre, et je vous comprends. Alors, selon vous, comment on taille dans le dépenses de l'État? Tout à fait remarquable ces dernières années. Les rapports sont là, on sait à peu près. Rapport de la Cour des comptes et pourquoi on l'applique pas? C'est très simple. Eh ben, c'est une bonne question et donc il va falloir le faire. Allez, un exemple où est-ce qu'on pourrait tailler selon vous? Vous êtes quand même un spécialiste de la question. Là, vous avez... Écoutez, les aides au logement, est-ce qu'elles sont toutes vraiment justifiées? Vous me permettez? Et est-ce qu'elles n'ont pas eu un effet inflationniste? Il y a des économistes qui le disent. Attendez, la loi du flot là, que vous allez voter. On va en parler. L'APL, par exemple. L'aide au logement, par exemple, est accordée aujourd'hui à toutes les jeunes sans condition de ressources. Ça peut se discuter. Moi, ça permet de bien couper. Ça rapporte beaucoup. C'est une petite. Non, mais il faut faire. Ça rapporte 800 millions. 800 millions. 800 millions. Vous savez que le logement va être sinistré par la loi. 800 millions par an et si on mettait sous condition de ressources, attention que les choses soient claires. Il faudrait couper combien dans les dépenses publiques? Ça rapporte 800 millions à l'État. Il faut... mais 14 milliards. Voilà, c'est la question que je vais poser. Oui, 800 millions, non, mais attendez, 800 millions, 14 milliards, 800 millions, 14 milliards. C'est la pas très fortiche en mathématiques, mais ça fait pas beaucoup. Le gouvernement, c'est annoncer des choses. Attendons de voir ce qu'il va faire. Il va falloir en trouver, parce que 800 millions, 14 milliards. Et les hier, il faudrait couper où?
Moi, je pense que c'est pas sur les dépenses. Enfin, c'est sur les niches fiscales. Moi, je pense que sur les niches fiscales, ce que nous dit la Cour des comptes, c'est qu'il y a à peu près 100 milliards de niches fiscales. Et sur ces 100 milliards de niches fiscales, il y a à peu près les 3/4 qui sont inefficaces. Sur les emplois à domicile, à mon avis, la gauche a fait une erreur. Vous allez voir Emploi à la domicile, emploi emploi à domicile, un quart de seconde parce que ça m'intéresse beaucoup les emplois à domicile. Ce sont les femmes. J'ai vu les Ce sont les échos qui ont... femmes. Ce sont les femmes. Toi, les femmes qui travaillent sont très touchées. On va se calmer là. Eric hier sur les emplois à domicile, j'ai vu les échos, la une des échos, etc. L'emploi à domicile s'effondre, il y a de plus en plus de travail au noir, des gens qui déclarent de moins en moins leurs employés. Est-ce que ça, c'était pas une erreur? Non, mais sans doute. Et d'ailleurs, dans les niches fiscales qui étaient montrées du doigt par la Cour des comptes, il n'y avait pas ces emplois aidés. Donc, du coup, extraordinaire. il y a une sorte de hiérarchie. Il faut essayer de trouver les niches fiscales qui sont le moins efficaces, parce que effectivement, si vous enlevez des alors pour le coup, ça c'est une augmentation d'impôts. C'est pour ça que c'est pas des baisses de dépenses. Mais je pense qu'il vaut mieux enlever. Oui, mais d'accord. Mais il vaut mieux enlever ça parce que c'est inefficace. Et peu importe, ça fera augmenter les prélèvements obligatoires. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir un dogme entre prélèvements obligatoires et dépenses. Mais quelle niche fiscale? Mais il y a. Est-ce que vous allez dans les dom-toms, vous allez les toucher? Allez, bien quelle sûr. niche Mais non, mais c'est pas moi, c'est pas le gouvernement. Chantal Brunet, je voudrais qu'Éric Heyer réponde. Je voudrais qu'Éric Heyer aille jusqu'au bout. Quelle niche fiscale? Exemple. Mais attendez, oui, il y a les dom-toms, Nous, on n'a pas eu le courage de le Mais faire. je vous ai parlé des aides au logement, c'est de la défiscalisation. Alors oui, aide au Mais logement, je reprends Il n'a sur. pas répondu, Eric. Bien sûr, parce que la Cour des comptes l'a fait. Enfin, vous voyez que vous n'avez qu'à prendre le rapport de la Cour des comptes. Il y a le listing, il faut taper dedans. Donc, c'est pas des dépenses. Là, pour le coup, ça fait augmenter les prélèvements, mais c'est inefficace. Et quand c'est inefficace, mais c'est les dépenses fiscales. Les emplois à domicile, excusez-moi de vous dire que les emplois à domicile n'ont pas été visés spécifiquement par le gouvernement. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Il y a un problème avec les emplois à domicile en ce moment. Vous êtes d'accord, Christophe Carrère? Il y a un plafonnement global. Bon, à partir de là, c'est aussi aux particuliers à savoir ce qu'il veut faire. Parce que la vérité, c'est que les personnes qui défiscalisent pas sur les emplois en domicile, c'est parce qu'elles défiscalisent par ailleurs. Et voilà. Et donc c'est ça le problème. Mais il y a Mais quand ne même un problème croyez aujourd'hui pas. avec l'emploi à domicile. Non, mais- Parce qu'il chute aujourd'hui. Il y a une très très nette baisse. Oui, Parce que mais l'ajustement, parce c'est que ça, les quoi. particuliers, dans Non, mais l'ajustement, monsieur- l'arbitrage qu'ils font, préfèrent défiscaliser sur d'autres sujets monsieur Carrère. que sur l'emploi à domicile. C'est Je suis une désolé de le remarque. dire. Une Mais ils ont remarque ce aussi. choix. Attendez 2 minutes. Une remarque. Quand le gouvernement socialiste est pour l'égalité salariale homme-femme, il a raison. Mais comment vous faites en mettant 10 000 euros, effectivement, pour l'emploi à domicile, comment vous permettez que la femme, et 10 000 chacun euros, c'est sait pas que les rien. femmes qui travaillent assument, défiscalisation. Chantal Brunet. je veux dire, assument les responsabilités familiales à la maison. Et vous savez très bien que les emplois à domicile, c'est un élément important Mais d'égalité je suis tout à fait salariale entre d'accord. les hommes et les femmes et d'égalité D'ailleurs, de je crois que c'est un gouvernement promotion. socialiste qui l'a Et fait. alors, c'est la raison pour laquelle je crois que c'était une mauvaise, c'était une très mauvaise Mesure, oui. mesure. Je Voilà, il y en partage avait ça, d'autres peut-être à mais prendre, mais pas celle-là. Là, ce que vous dites là, c'est une Ce qui est approche qui est vrai, une mauvaise c'est que approche du le problème. gouvernement n'a pas voulu Pardonnez-moi. faire Alors, dépense fiscale par dépense Non, fiscale. mais alors, pardonnez-moi, dans chaque niche, il y a un chien. Absolument. Donc, si vous prenez des dépenses, des niches fiscales, et des dépenses, vous n'y arriverez jamais. Parce que, effectivement, pourquoi est-ce qu'il y a des niches fiscales en France? Parce que c'est tellement compliqué, parce que le coût du travail est tellement élevé, parce que l'imposition est tellement élevée qu'on se rend compte que ça va sinistrer un secteur, alors vite, on fait une exception. Donc, nous avons un raisonnement qui est faux. On n'y arrivera jamais. Si vous touchez à une niche fiscale, c'est comme un jeu de Mikado. Oui, Vous enfin, allez avec, déséquilibrer l'économie. Donc, baissons le coût du travail, supprimons les niches fiscales, je suis d'accord. Mais il faut massivement baisser le coût du travail. C'est la seule chose. Oui, mais ça, Éric Heyer, on va conclure là-dessus. Certains disent que la France va aujourd'hui droit dans le mur, qu'on réforme partout, qu'il y a des réformes structurelles un peu partout. On parlait des pays de l'Europe du Sud. Alors vous me disiez oui, c'est pas super, mais je vois quand même en Espagne le chômage a reculé quand même au mois de juillet. Oui, mais il est à 26%. Oui, mais il recule. D'accord. 5 mois consécutifs, il faut calmer là-dessus. mais il est extrêmement élevé. Je suis d'accord. Le Portugal, taux de croissance 1,1%, réforme structurelle drastique. L'Italie aussi, taux de croissance qui passe de 0,6 à 0,2%. Est-ce que finalement aujourd'hui on ne voit pas quelques résultats de ces réformes structurelles et est-ce que nous on ne prend pas le chemin inverse? Non, il faut quand même avoir la dynamique. Ils sont effondrés. En mettant en place ces réformes structurelles, ils se sont effondrés. C'est-à-dire que nous, on n'a pas des bons résultats, mais comparé à eux, on se porte extrêmement bien. Donc, et donc là, bien sûr, quand vous êtes effondré, vous pouvez un peu que rebondir, quoi. Et attention, les taux de pauvreté, le taux de chômage, le PIB par habitant se sont effondrés dans tous ces pays, y compris en Italie. Donc après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des réformes structurelles en France. Il va falloir en faire. Il me semble que, oui, vous avez des chantiers comme les retraites. Bon, voilà, vous avez des chantiers comme la maladie. Vous avez des chantiers comme le travail. Il y a eu quand même des mesures. Il y a eu l'ANI. Est-ce que on est allé assez loin?
ça a été quand même applaudi. En tout cas, l'OCDE a dit oui, effectivement, vous avez fait certaines réformes structurelles. Après, on peut considérer que ça ne va pas dans le bon sens ou ça ne va pas assez vite. On ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé sur la flexibilité du marché du travail, sur les retraites. Il y a eu des mesures. Est-ce qu'elles sont allées assez loin ? Ça, c'est chacun qui dira. En tout cas, en termes de croissance économique, il ne faut pas penser que la France est l'élève malade de l'Europe, comme on l'entend dire. C'est nier la réalité des chiffres. La France va mal, mais si on se compare à part aux pays du Nord, elle va beaucoup mieux que les pays du Sud. Oui, moi je veux juste une remarque. Un tout dernier mot, Chantal Gounel, parce qu'on va rejoindre que le gouvernement socialiste nous parle peu de la France. Attendez, à La Rochelle, on ne parle que du recadrage des ministres depuis que ce gouvernement est là. On entend peu parler de la France, de l'avenir de la France et peu parler de la compétitivité de notre pays. Ils ont fait un séminaire sur le 2025. Allez, ça c'est de la politique politicienne. Merci à tous les quatre. Vous défendez, et c'est normal, votre parti. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Vous restez avec nous. On va rejoindre Elisabeth Alain et on va reparler avec vous, Elisabeth, sur la toile de la fiscalité française. Et alors là, il y a des chiffres et j'aurais que Eric et hier quand même, ils répondent quand même à certaines questions. Notamment, ça m'a beaucoup intéressé. Alors voilà, si les internautes globalement sont assez d'accord pour dire que trop d'impôts tue l'impôt, je serais tentée de dire leur portefeuille. On va commencer avec cette preuve-là. On témoigne ce graphique qui a été réalisé en juillet dernier à partir d'une analyse de l'Institut économique Molinari et qui dit qu'en France, alors je vais essayer de grossir pour qu'on y voit un peu plus clair, qui dit qu'en France, pour avoir 100%, 100 € de pouvoir d'achat, il faut gagner 230 €. La faute, l'explication, elle se trouve là. Elle se trouve dans cette petite case rouge 76. Ce sont les charges patronales. C'est ce qu'on a dit. Non, mais les prélèvements obligatoires, en fait, les prélèvements obligatoires en France sont à peu près comparables aux autres, sauf les cotisations. C'est-à-dire que l'imposition sur le revenu est même inférieure à ce qu'on peut trouver aux États-Unis ou dans certains pays. L'impôt sur les sociétés est comparable. La TVA, c'est comparable. Ce qui différencie, c'est les cotisations sociales. Et ça, il faut. Oui, mais ce qui est un peu faux dans ce calcul, c'est qu'on regarde le salaire, mais avec ces cotisations, ça sert à avoir des dépenses. Et donc, il faudra avoir les retours pour le salarié. Quand vous cotisez pour vos retraites, c'est un salaire différé. Quand vous cotisez pour votre chômage, c'est une assurance. Quand vous cotisez par la maladie, vous payez moins en maladie. Donc, il faut reprendre en compte aussi les retours pour ces salariés-là. Avec le salaire, vous voyez que les cotisations et pas les retours pour le salarié. Donc, c'est un peu faux comme Alors, si tout le monde est d'accord sur la conclusion, c'est pas nous qui allons les contredire ce soir, il ne faut pas augmenter les impôts. Les méthodes proposées en ligne, elles diffèrent. C'est Atlantico qui nous propose la première méthode, la plus classique. Elle fait un peu mal au crâne. Elle est proposée donc par le site qui nous propose de nous appuyer sur l'exemple américain. 85 milliards de dollars de coupes ont été décidés sous la contrainte aux États-Unis, et même pas mal. Ce que la France pourrait donc en retenir pour éviter des hausses d'impôts records. Alors, plusieurs propositions. Une nouvelle réforme des retraites, vous en avez parlé tout à l'heure. Une réduction progressive de la durée d'indemnisation chômage ou encore la réforme de l'éducation nationale. Bref, tout un chantier. Il y a aussi la méthode astucieuse. Tiens, on n'y avait pas pensé. C'est Isabelle Piana qui nous la propose sur Twitter. Elle a envie de rire, je pense. Monsieur l'inspecteur des impôts, je vous écris pour résilier mon abonnement en vertu de la loi informatique et liberté. Je vous demande, je vous en supplie de retirer définitivement mon nom de votre fichier d'adresse. C'est pas, pourquoi pas. Alors, une autre idée, c'est Topito qui nous la propose. Le top 10 des astuces pour payer moins d'impôts, la fiscalité créative. Alors, j'en ai retenu. Il y en a une qui est très bonne. Je ne sais pas si elle va vous faire plaisir, mais il y en a une qui est pas mal. Elle est d'actualité. Il faut cahuzaquer un max ou se la jouer comme Beckham. Je ne réside pas vraiment en France. Enfin, je suis à l'hôtel. En plus, je file mon salaire à des associations pour les enfants. Et oui, je vous promets. Et en plus, j'annonce ma retraite une semaine avant de remettre ma déclaration de revenus. Je me casse. Voilà. Bref, 2 méthodes à prendre en compte ou pas. L'autre thème d'actualité qui est pas mal commenté sur la toile, c'est le 50e anniversaire du discours de Martin Luther King, « I have a dream », une phrase, l'une des plus célèbres de ce siècle, que Slate.fr nous apprend qu'elle a été improvisée. Improvisée, oui, c'est le confident de Martin Luther King qui a donné une interview aujourd'hui. C'est sa plume, son confident, son avocat. Il explique dans quelles conditions le pasteur a prononcé ce discours. Il est interdit de partager en ligne le « I have a dream » de Martin Luther King, vous ne le saviez peut-être pas. Cette vidéo n'est pas un document historique, mais un contenu appartenant à Amy Publishing. Et oui, il faut payer des droits. Un discours qui a donc été repris largement sur Twitter. I have a dream. I have a drone. Et oui, ça c'est l'actualité qui reprend le pas. Barack Obama qui va peut-être s'engager dans un nouveau conflit en Syrie. Une actualité syrienne qui fait toujours beaucoup parler.
Alors, je vous remets cette photo, vous la connaissez, on l'a vue il y a quelques mois plutôt. C'était CNN qui s'était trompé en plaçant Cannes en Espagne. Ça avait fait beaucoup jaser sur la toile. Nos amis de Canal+ s'étaient pas mal moqués. On a envie de leur donner une petite leçon de géographie, puisque en début de semaine, hier, ils ont confondu la Syrie avec l'Irak. Et ça fait beaucoup parler sur Twitter. Bon, j'espère qu'ils ne se mangeront pas avec nous prochainement, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Merci beaucoup, Elisabeth, d'être venue sur le plateau. On se retrouve demain 19h10. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, le journal, et on revient évidemment sur les derniers développements de la situation en Syrie. Très belle soirée. À demain.